Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Adolescent, Alex Robin a rejoint en 1974 la communauté européenne Longomaille à Liman, dans les Alpes de Haute-Provence. Il est aujourd'hui l'une des principales voix de Radio Zinzine, une radio libre créée en 1981 par Roland Perrault, dit Rémi, fondateur de la ferme autogérée Longomaille. Elle émet depuis son studio historique de Liman, installé dans une maison en pierre, chauffée au feu de bois, érigée au sommet de la colline de la Zinzine, dominant les vallées du pays de Giono. 40 ans après sa création et de multiples combats pour continuer d'exister, la turbulente Radio Zinzine est toujours là. On peut aujourd'hui l'écouter des Alpes à Marseille, grâce notamment au studio installé à Aix-en-Provence qui accueille, comme celui de Liman, une équipe d'animateurs. Dans cet entretien, Alex Robin nous raconte l'aventure épique de cette radio pas comme les autres, jugée trop libre ou trop anticonformiste par certains, l'histoire contemporaine d'une radio indépendante, d'opinion et de caractère, qui tend le micro aux gens du pays et d'autres pays, parfois très lointains. Nous sommes sur la colline Zinzine, dans le studio de Radio Zinzine, qui est un studio en pierre, où on peut remarquer qu'il y a des initiales par-ci par-là, sur les pierres d'ailleurs, qui sont des initiales d'auditrices, d'auditeurs qui nous avaient soutenus financièrement pour construire ce bâtiment en 1984. Donc il a démarré dans les années 80, ce bâtiment, il prenait le relais de celui qui était à côté et d'un mobil-home où on s'était installé comme ça, à côté de ce qu'on appelle le Jas de la Zinzine, en 1981, en juin 81, parce que c'était le moment où on pouvait démarrer des radios sans avoir trop de problèmes, et parce qu'il y avait eu des exemples qui nous avaient attirés, et parce qu'un ami qui connaissait la technique, qui avait démarré une radio pirate en Amérique latine, nous l'avait suggéré. Du coup, voilà, on a démarré un peu par hasard, comme ça, en juin 1981, en gros à cet endroit où on est. Et ce bâtiment, donc voilà, il y a une pièce assez grande avec une grande table en chêne que nous avaient fait des amis aussi. Et puis au-dessus du studio, il y a une tour d'où on peut voir les Alpes quand on est tout en haut là. Et ce studio est aussi lié à un autre qui lui est carrément en ville, à l'heure actuelle au Jas de Bouffan à Aix-en-Provence, qui était un endroit ou un autre à Aix, ou qui n'a pas existé toujours, puisque quand on a démarré la radio, il a fallu quelques années pour s'installer dans d'autres endroits, mettre des relais par-ci par-là. Vu qu'on est une zone montagneuse, il faut mettre des relais pour contourner les reliefs. Et on voulait descendre jusqu'à Marseille, rejoindre les mers chaudes. Mais pendant ce temps-là, les institutions se mettaient en place et elles réglementaient, et elles nous réglementaient. Et donc on a été viré d'Aix, en tout cas on n'a pas eu l'autorisation en 90-91, qui a fallu se battre pour pouvoir y revenir, justement en s'appuyant sur le fait qu'il y avait aussi des gens d'Aix qui étaient prêts à s'allier avec nous, pour finir par avoir l'autorisation en 97, mais aussi parce que des interdits avaient été levés. Déjà, au tout début de la radio, il y avait Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur, qui avait interdit 2 radios dès leur naissance. C'était Radio Zinzine et une autre radio, une radio corse. Mais comme il se trouvait que François, qui était un des fondateurs de Radio Zinzine, était aussi le fils du Guet Bouchardot, qui était à ce moment-là ministre de l'Environnement, que Gaston Defferre avait à la bonne, elle a été le voir et il ne se rappelait même plus qu'il avait fait ça. Donc il avait levé ce premier oukase, lui, mais il restait un truc, il restait une scorie au ministère de l'Intérieur. Et ça, on l'a su dans les années 90. Bon, nous, on s'était dit, on nous a viré d'Aix parce qu'on emmerde à Aix. On s'était impliqué dans l'histoire du lycée militaire d'Aix où 2 profs avaient été virés, qui étaient en conflit avec le côté autoritaire de ce lycée, etc. Et puis, c'était aussi un enjeu d'enseignement. Enfin, nous, en gros, c'était impliqué dans cette histoire. On n'avait pas trop aimé, dans les milieux institutionnels, notre prise de position, et contre le lycée d'Aix, en gros, et puis aussi contre la guerre du Golfe, qui démarrait à ce moment-là. Donc, on était... de toute façon, c'était pas étonnant. On était clairement sur une position contestataire et solidaire. C'était notre éthique, quoi. Anarcho-bucolique, comme on a dit à un moment donné. Donc, on n'allait pas nous favoriser une expansion, surtout qu'il y avait Roland Faure, qui est un ancien du Méridional, qui n'aimait pas Radio Zinzine du tout, et qui avait une position de pouvoir, parce que lui, il sera
à la haute autorité de l'audiovisuel, quoi. Donc lui, il fait partie de ceux qui se disaient Radio Zinzine, autant les laisser sur des alpages, c'est pas la peine qu'ils descendent en ville. Mais voilà, il y a eu des gens qui se sont solidarisés avec nous et qui ont joué un rôle assez déterminant à ce moment-là pour qu'on puisse avoir l'autorisation d'émettre à Aix. C'était Philippe Labarde, Philippe Labarde, qui lui-même était au sein du CSA et qui a d'ailleurs succédé à Roland Faure. Et puis Jean-Louis Bianco, qui avait appris à nous connaître, qui était un homme politique à la fois national et local, puisqu'il avait mis un pied ici, dans les Alpes de Haute-Provence, et deux journalistes assez connus, donc Michel Cardoz, dont on entendra beaucoup parler, enfin, qui faisait partie de ces journalistes communistes qui ont eu voix au chapitre avec le premier régime Mitterrand, et qui ensuite sera mis au placard, mais d'où... comment dire, il tirera son épingle du jeu avec poésie parce que du coup, le placard en question, c'était la météo de TF1 et il a été génial. Je crois qu'on n'a jamais vu une météo aussi poétique. Et puis, un autre journaliste qui s'est solidarisé avec nous et qui a joué un rôle important, c'était Pierre Péan. Pierre Péan qui a eu son heure de gloire avec plusieurs bouquins chocs, et notamment celui sur le passé de Mitterrand, une jeunesse française. Et donc, ces gens-là, ils ont réussi à trouver quel était le blocage. Le blocage, c'était qu'au ministère de l'Intérieur, on ne voulait pas une expansion de Radio Zinzine. Mais comme elle était difficile à justifier, cette oukase, elle a été levée finalement. Et voilà, en 97-98, on réémet sur Aix avec des amis qui se sont renouvelés depuis. Mais ça a toujours été des gens indépendants du lieu d'ici, qui est pas seulement une radio, mais qui fait partie d'une grande ferme, qui est une communauté, comme on disait à l'époque. Une grande ferme en autogestion, internationale, européenne essentiellement. Et donc, évidemment, il y a un écho de ça dans Radio Zinzine. C'est-à-dire, c'est quelques jeunes à l'époque de cette ferme, qui étaient des anciens fugueurs, on peut dire, qui étaient arrivés en taillant la route dans ce lieu, qui se sont dit à un moment donné, prenons au mot ce copain qui nous dit, moi, je vous fais l'émetteur, là, et puis on essaie, on fait une bouteille à la mer. Et effectivement... on avait un point de vue, une manière de voir les choses, on avait une complicité à quelques-uns, et ça valait le coup d'essayer. Et puis voilà, après, ça s'est développé de fil en aiguille, quoi. La Zinzine des débuts, elle était un peu tribale, on pourrait dire. C'est-à-dire, il y avait la figure tutélaire de Rémy, Roland Perrault, principal fondateur de la ferme coopérative Longomaille en 73-74, et ensuite important aussi dans le lancement de Radio Zinzine en 81, qui nous dominait en quelque sorte, qui avait une influence sur nous. Ça a joué dans l'élan qu'a pu prendre toute cette histoire. Et en même temps, c'est vrai que c'était pas un rapport aussi autogestionnaire qu'on le disait. Il avait une influence, il avait aussi un côté des dominateurs, même s'il était par ailleurs un fantastique inspirateur. On peut dire, voilà, c'est un peu cette complexité du personnage. Et donc ça a marqué aussi le début de Radio Zinzine. Et lui, autant il était soucieux d'un enracinement local, d'aller au bistrot du coin et tout ça, que Longomaille et Radio Zinzine ne soient pas des martiens, autant il avait son tempérament aussi, c'était un écorché vif, c'était un rescapé de la guerre d'Algérie, enfin... il n'était pas diplomate du tout quand il s'en portait. Et donc, il arrivait qu'on avait des clashs assez vigoureux. Hein. Je me rappelle que, par exemple, il avait traité de trou du cul grimpeur le secrétaire général de la préfecture de l'époque, Renaud Denedieu de Vabre. C'est marrant parce que lui, Denedieu de Vabre, par la suite, il est devenu ministre de la Culture et tout, et dans un débat au Parlement, il est pris à partie et il dit « Mais comment vous osez prétendre que je puisse être un dictateur ou quelque chose comme ça, autoritaire, alors que je peux vous dire que moi, il y a des périodes, par exemple, quand j'étais à la préfecture de Digne, on me prenait à partie régulièrement et je peux vous dire que c'était pas tendre et j'ai jamais fait appel à la répression, etc. » C'est marrant, il prenait cet exemple à témoin, en gros, pour dire qu'il n'était pas... Voilà, qu'il faisait pas d'abus de pouvoir. Et donc, voilà, il y avait cette ambiance du début qui était un peu, on pourrait dire, un peu tribale et en même temps très table ronde. En même temps, peut-être moins idéologique qu'au départ, c'est-à-dire on était bien, comme je disais, narco, bucolique et tout, marqué à gauche, mais en même temps, pas toujours très idéologique. On marchait beaucoup au contact et on pouvait faire causer des gens de tout point de vue aussi. Aujourd'hui, c'est peut-être plus mesuré, plus riche du point de vue et diversifié du point de vue contenu, plus sérieux du point de vue contenu, mais aussi plus individualisé. On était moins une bande qui montait là à la colline faire son truc... où on disait à l'époque les
commentaires sont sacrés et les faits sont massacrés. Aujourd'hui, on a un petit peu inversé les faits quand même. On y tient un peu. Surtout que là, aujourd'hui, dans la période de ce qu'on appelle le complotisme, les faits, finalement, on trouve que c'est pas si mal d'essayer de les recouper, de procéder vraiment à la méthode de base journalistique. Hein. On recoupe les choses, quoi. C'est vraiment le bœuf à bas, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu. C'est-à-dire, dans l'ambiance générale du rapport à l'information, il y a une tendance, avec la profusion des réseaux sociaux, avec le bon côté qu'ils ont, ils ont aussi ce côté pervers qui fait qu'on prend ce qui nous arrange en faisant une vérité, alors que c'est surtout l'approfondissement d'un point de vue, d'une orientation, plus qu'un recoupement, plus qu'une quête de vérité dans sa complexité et dans sa diversité. Hein. Donc aujourd'hui, on est un peu dans des contextes différents de ce point de vue et dans un fonctionnement différent aussi, dans le sens où je disais on s'est plus individualisé et plus spécialisé et plus ouvert aussi à de nouvelles thématiques. Avant, on était plus dans des positionnements idéologiques de guerre froide ou les questions géopolitiques, etc. Mais aussi soucieux des questions locales. Là, on l'est toujours, soucieux des questions locales, toujours évidemment réactif aux questions politiques, nationales et tout ce qu'on veut, mais aussi ouvert à des thématiques auxquelles on était moins auparavant. Donc l'écologie, la question du rapport au genre, l'émergence des identités qui ont été longtemps discriminées, etc. On est plus multiculturel, même si on l'a toujours été de constitution en quelque sorte, puisque dès le départ, Radio Zinzine, c'était une radio européenne multinationale, avec des gens d'un peu toutes les nationalités qui apportaient leur regard, leur accent, leur culture musicale notamment. Ça, c'était chouette aussi. Radio Zinzine, c'est vraiment une des premières radios de France à avoir été fan de la musique tzigane, hein, bien avant que ça devienne la mode avec Kusturica, avec tout ce qui s'est passé avec, en gros, la période de la chute du mur et après, quoi. Ben, on peut dire qu'on est un peu des fils et filles de classe moyenne en rupture, quoi. Moi, par exemple, je viens de Champagne, tout en ayant des racines toulousaines d'origine espagnole, et influencé par... donc, qui grandit, voilà, classe moyenne, mes parents instituteurs, hein, donc on est dans le cursus, dans le désir des 30 Glorieuses, où les parents souhaitent que leurs enfants aillent plus loin que comme eux ont pu le faire par rapport à leurs parents. Mais voilà, il y a la rupture 68 qui est dans l'air, qui fait qu'il y a autre chose que le modèle de la promotion classique telle qu'elle se dessinait alors. Et il y a une soif de liberté, en gros. Hein. Donc moi, je suis cette génération qui était gamin en 68, mais qui est marquée par cette atmosphère et par des figures telles qu'Angela Davis, par l'esthétique des mouvements de libération, par le défi aux générations précédentes et à l'autorité, et par la soif de voyage, de découverte de monde, et par le fantasme de l'amour libre, toutes ces dimensions-là. Donc c'est ça qui fait que j'arrive à la ferme Langomaille, gamin en 74, comme d'autres de mon âge, qui se retrouveront, avec qui on se retrouvera pour relancer la radio. C'est un peu ce genre de profil, avec au début une aspiration de libération du corps, on pourrait dire. Moi, par exemple, quand je suis arrivé dans le pays, j'ai fait bûcheronnage, élevage de chevaux, là, quand j'étais ici à la radio. Et c'est après qu'avec cette idée de radio, qu'on pose la hache, en quelque sorte, que je reviens à une activité où cette fois, j'y vais avec passion dans une activité où à nouveau, il faut faire appel à des questions, à des études, en quelque sorte, creuser des sujets, etc. Et puis, depuis, ça ne m'a pas quitté, parce que ça correspond aussi à des tempéraments où la curiosité est là, quoi. La curiosité est un peu la source de la quête journalistique. Même si parmi nous, il y en a pas mal qui n'ont pas envie de s'appeler journaliste, parce qu'on n'est pas spécialement, exclusivement journaliste. Là, par exemple, au moment où on fait cet entretien, on est un peu dans la période de l'affaire ukrainienne. Ça, c'est assez typique. C'est-à-dire qu'on va parler de l'Ukraine, on va en parler en fonction de l'info, en fonction des données qui arrivent, mais aussi en fonction de notre histoire, de nos relations. Et là, ça rejoint l'histoire des fermes Longomaille. Puisqu'au moment de la chute du mur, il y a des gens des pays de l'Est qui nous font signe parce qu'ils ont entendu parler de Langomaille. On répond
à certains d'eux en Ukraine, qui étaient pour certains des étudiants en français. Et puis ça devient un projet, c'est-à-dire que finalement, il y a 2 jeunes de Longo, un français d'origine italienne, l'autre autrichien, qui se marient à des filles d'Ukraine, des Ukrainiennes de Transcarpathie, donc l'ouest de l'Ukraine, le prolongement de la Hongrie. Et puis ça devient un espèce de projet ou un double projet avec un restaurant, une sorte d'auberge d'accueil, une petite ferme, quoi, une fromagerie. Voilà un petit projet de développement, comme Longomaille en est constitué, avec sa particularité. Et donc évidemment, avec les événements actuels, eh ben, notre regard sur l'événement, il passe aussi par cette relation qui a quelque chose de concret, quoi. De même que tout l'enjeu des semences, tout ce qui a émergé au niveau de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, tout ce qui a émergé depuis les années 2000, ben, fatalement, ça résonne aussi avec notre expérience de Longomaille, avec tout l'enjeu politique également des semences, mais qu'on a commencé à aborder par la pratique, en fait. Il y a des points communs et il y en a qui participent, d'ailleurs peut-être plus des filles, ce qui est bien, puisqu'au départ, de ma génération, c'était plus des garçons, alors que il n'y a pas de raison. Et peut-être les différences dans les cultures, c'est le rapport à la musique, il est très individuel dans les nouvelles générations. Je ne sais pas s'il était autant à mon époque. Les thématiques, évidemment, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus... Toute la question qui touche au genre, au LGBT, tout ça, c'est beaucoup plus présent aujourd'hui. Comme on le sait, ce sont des expressions identitaires ou de minorité, ou de sensibilité, ou d'intimité, qui sont en pleine émergence. Donc, voilà, ça c'est important de ce point de vue-là, d'y être ouvert et de se renouveler, en quelque sorte, même s'il ne faut pas oublier l'importance de ce qui nous tenait à cœur, par exemple, on peut dire du type mouvement de libération, de ce qui étaient les luttes sociales telles qu'on les voyait à l'époque. Tout ça, c'est pas pour autant fini, quoi. C'est toujours aussi des enjeux. Simplement, il faut procéder à ce que certains appellent l'intersectionnalité, quelque part, en tout cas voir comment s'articulent tous les ressentis dans la manière de se positionner dans le temps et l'espace à travers les générations. Et comment on le fait partager au niveau de la radio. Parce que la radio, c'est super intéressant dans le sens où ça te tire la pensée de la bouche. Et donc, voilà, tu la formules telle que tu es. Mais il faut faire attention aussi au fait que tu n'as pas tes interlocutrices, tes interlocuteurs directement en face. Donc, c'est bien de faire des micro-trottoirs ou d'aller au bistrot ou d'aller dans les événements culturels ou autres locaux, tout ce qui se passe localement pour savoir, quand tu parles dans le vide comme ça, que tu parles pas dans le vide, mais justement, mais avoir à l'esprit les personnes qui t'écoutent et de ce fait, tu trouves mieux les mots parce que il y a déjà eu des échanges. Voilà, pas se prendre pour un, tu vois, pas tomber dans la facilité du micro. Il y a toujours des occasions. Il y en a une belle qui est la fête de la radio, chaque premier samedi de juillet. Là, d'autant qu'il y a un super cadre avec l'amphithéâtre en pierre à Grangeneuve et la prairie avec les bars et tout ça. Les lumières sur les fronts des arbres, c'est magnifique. Et c'est une occasion pour être en relation avec des gens qui nous écoutent. Et puis il y a d'autres occasions, journée porte ouverte, il y a des courriers, il y a des coups de téléphone des fois. Alors, il y a différentes générations. Au début, voilà, c'était beaucoup les gens qui nous ressemblaient un peu dans la première génération. Et puis ça ne cesse de se renouveler, même si on voit bien qu'aujourd'hui, la radio est moins centrale qu'elle l'a été avant justement par rapport aux réseaux sociaux et par rapport aux consommations individuelles, quoi, de médias. J'écoute pas beaucoup de radio, même Radio Zinzine, j'écoute pas beaucoup. J'écoute un peu, quoi. Mais parce que quand tu fais beaucoup d'émissions, il faut déjà essayer d'écouter ce que tu dis. Et déjà, rien que d'écouter ce qu'on dit, c'est beaucoup parce que on risque de prendre l'habitude de parler dans des stéréotypes. Et c'est bien à chaque émission de réfléchir au sens des mots et de penser qu'on peut voir les choses autrement. Mais j'écoute des fois des émissions que je trouve chouettes. De manière générale, je trouve que
il y a une grande évolution dans le monde de la radio, de la forme, de la qualité de la forme. Après, il y a une profusion de choses. Il y a des réflexes grégaires, des réflexes dans les médias dominants, des réflexes de conformisme. C'est assez flagrant. Et puis parfois de la condescendance, qui est contre-productive. Moi, je me sens souvent, sur un fil, parce que je comprends que les mauvaises tendances des médias dominants aient engendré une rancœur, une colère, une méfiance. Elle est connue, hein. Elle s'est beaucoup exprimée à travers, par exemple, des occasions comme les Gilets jaunes ou les derniers temps, tout ce qui a concerné la méfiance ou le refus du vaccin dans l'affaire du Covid. On le voit même un petit peu dans l'histoire ukrainienne. On le voit à chaque circonstance, en fait. Et ça se comprend en bonne partie. Il y a eu régulièrement des critiques dans lesquelles je me suis retrouvé. Je me souviens une qui date quand même beaucoup, celle de Serge Halimi, dans son petit bouquin, là, comment ça s'appelait pas Les Nouveaux Clercs, mais je ne sais plus, où il mettait en cause, d'une part, cette espèce de consanguinité de l'élite journalistique parisienne, notamment des éditorialistes, toujours les mêmes, une quarantaine, avec un point de vue très parisien et qui sont socialement des gens aisés. D'autre part, des conformismes lors d'échéances politiques importantes. Donc là, il prenait comme exemple les guerres du Golfe, le traité de Maastricht, etc. Effectivement, un manque de débat contradictoire, un manque de prise en compte, de prise au sérieux des gens qui ne sont pas d'accord, d'autant qu'on aborde ces désaccords de manière cérébrale, de manière intellectuelle, alors que ces désaccords, ils sont aussi dans l'affect. Ils sont aussi l'expression souvent de gens qui ont été marginalisés. Et donc, c'est plus tellement la question d'avoir raison ou tort, ou alors c'est un rapport à la vérité qui peut faire penser à la formule de Nietzsche, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations. Donc là, ouais, il y a un vrai problème qui concerne aussi les radios. Pour autant, je ne vais pas penser que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans un média conventionnel qui dit quelque chose que l'inverse est vrai. C'est là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que je trouve que dans le monde de la contestation, aussi légitime soit-il, aussi nécessaire soit-il, aussi naturel quelque part, vital soit-il, eh ben, il y a une tendance à être unilatéral dans l'usage des réseaux sociaux, c'est-à-dire à prendre ce qui nous arrange et à ne pas recouper. Et ça, c'est fort fâcheux. Ou entrer dans des croyances, à réagir en bloc. Alors que, par exemple, sur l'histoire du vaccin, moi, je me retrouve beaucoup plus dans l'expression des zapatistes. Là aussi, on a eu des relations directes avec ces indigènes du Mexique ou ces néo-indigènes ou ces rapports mixtes aussi, hein, on peut dire entre marxistes latinos et indigènes, qui sont à l'origine de ce renouvellement de la contestation en Amérique du Sud depuis les années 90. Les zapatistes sont très emblématiques à ce niveau. Et ben, eux, sur l'histoire du Covid, ils ont eu pas mal de morts au début. Ils ont une tradition de médecine, évidemment, de médecine naturelle. Ils ont aussi des contacts, des relations dans les milieux des spécialistes, notamment pour mettre sur pied des hôpitaux, des dispensaires, etc. Et ils n'ont pas vu pourquoi ils devraient faire les choses de manière contradictoire qu'une guerre des tranchées. C'est-à-dire, ils prennent en prévention les médecines traditionnelles, ils prennent le vaccin parce qu'ils ont vu, sans théorie, que finalement, dans la pratique, c'était plutôt profitable, et ils mettent le paquet sur les hôpitaux. Tout ça, pour eux, c'est complémentaire. Moi, je trouve que c'est du bon sens. Mais de dire ça dans notre région, y compris auprès d'auditrices, d'auditeurs amis, il y en a une bonne partie qui trouvent ça complètement dingue, que par définition, le vaccin, c'est mal, sans que personne n'ait fait le minimum des 8 ans d'études de biologiste pour vraiment être sûr de son propos. Là, des fois, ça me laisse perplexe, quoi. Même si je peux comprendre tous les points de vue, hein. Je n'ai pas envie spécialement, moi, d'avoir une affirmation. Simplement, des fois, j'ai du mal à entendre des affirmations quand on veut me
me les inculquer. Là, je ne peux pas aller jusque-là quand même. Donc, du coup, dans ces cas-là, je cherche du pragmatisme. Par exemple, pour l'histoire du Covid, j'ai cherché les réanimateurs. Je trouvais que c'était le stade où ça bascule dans la gravité. C'est un super poste d'observation. Donc, j'ai été voir des réanimateurs par contact indirect ou comme ça, sur Digne, dans le 04, l'hôpital Mort Marseille, la Riboisière à Paris. Enfin, voilà. C'est ça aussi, avec le temps, tu multiplies tes contacts dans un peu tous les domaines et tu finis toujours par trouver des gens qui t'inspirent confiance. Voilà, ça ne prétendait pas de résumer tout, mais au moins, c'était des expériences importantes et des points de vue indépendants que je pouvais faire valoir. Il y a beaucoup d'émissions, hein, parce qu'il y a les émissions de Radio Zinzine Fort-Calquier et Radio Zinzine Aix, quoi. Plus des partenaires, genre Polémix, qui est un gars qui fait, Jean-Baptiste, qui fait lui-même de la production d'émissions, et autres propositions de Radio Ami. Voilà, on est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est jeudi. On est une journée particulière parce qu'il y a une bonne partie des émissions qui se fait en direct depuis Aix. Donc, le matin, c'était une rediffusion d'une émission spéciale, Obsession identitaire, sur les identités telles qu'elles se formulent de manière soit fermée, soit ouverte. Après, c'est musique classique. Là aussi, c'est une amie proche qui était longtemps à Radio Zinzine qui fait ça. Chanson d'hier et de toujours, c'est un partenaire du coin, un fidèle depuis longtemps, qui sont chansons en variété. Une émission sur la révolution syrienne et la mémoire créative de la mémoire syrienne. Là, c'est Mare Nostrum. C'est une émission spéciale qui est faite par un ami d'Aix, Raymond, qui s'est spécialisé dans les rapports avec des chercheurs et dans la relation à la Méditerranée. Son du Sud, ça aussi, c'est l'un des nôtres qui est anglais, et puis aussi une amie qui est suisse, une autre qui est espagnole. Il collecte des musiques du monde. Il y a une richesse phénoménale. Il y a le programme habituel de notre copain du cinéma du Bourget à Fort-Calquier pour les annonces, mais ça parle à tout le monde parce que c'est des films qui passent partout. Et puis après, le programme d'Aix, donc le MAG, etc. Mais alors, tous les jours, et donc les infos d'Aix le jeudi, qui se font depuis le studio d'Aix. Et 19h, c'est des infos tous les jours, quasiment, quoi. Hein. Des fois, on peut remplacer par une émission thématique, mais c'est des infos d'1 heure, donc on prend le temps de développer. À 12h30, c'est une émission thématique. Alors moi, j'essaie de faire une thématique locale, ne serait-ce qu'un micro-trottoir une semaine, et une thématique générale, universelle, une autre semaine. Donc ça, c'est 12h30. Après, dans les émissions intéressantes, originales et régulières, il y a par exemple Comme un poisson sans bicyclette, qui est une émission féministe. Il y a Santé au naturel, qui est chouette aussi sur la santé. Il y a les calottes sont cuites, par exemple, sur la transition énergétique, sur le réchauffement climatique, etc. Ouais, il y en a d'autres que j'oublie. Son du Sud, dont je parlais, il y a pas mal d'émissions thématiques, l'heure du blues, etc. Et beaucoup d'émissions particulières sur des tas de domaines différents, quoi. On peut dire, une quinzaine dans chaque studio assez régulier, et en tout une trentaine, voire jusqu'à 40 dans chaque studio à participer à un niveau ou un autre. Ouais, disons entre 15 et 30 dans chaque studio, je dirais. Pratiquement tous bénévoles. Il y a quand même un salarié dans chaque studio, quoi. Financement, on a la chance en France d'avoir un truc qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est le fruit d'une lutte des radios de la grande époque des années 80 pour obtenir une garantie de continuer à exister à partir du moment où la pub s'est introduite sur nos ondes. Parce qu'évidemment, ça a eu un tel succès, les radios libres, que ça a intéressé le fric, quoi. Et il y a des radios qui se sont tout de suite prêtées au jeu commercial, mais d'autres comme nous qui voulions garder une indépendance par rapport au commerce et continuer dans un esprit de radio associative. Et ça a pu être étayé par ce fonds de soutien à l'expression radiophonique, parce que le ministère de la Culture, à l'époque, a accepté cette idée que
on prélève sur les taxes des radios commerciales pour permettre à un canal non commercial de continuer à exister. Puisque du coup, on n'était plus à armes égales à partir du moment où les radios commerciales avaient de bien plus gros moyens que les nôtres, quoi. Donc ça, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est une bonne partie de notre budget. Après, on fait des actions, quoi, notamment la fête de la radio dont je parlais, le 1er juillet de chaque année. C'est un premier samedi de juillet de chaque année. Donc je crois que c'est le 2 cette année, en 2022. Et puis d'autres concerts de soutien ou des animations. Enfin, il peut y avoir différentes idées comme ça pour diversifier, quoi. Un petit canard en papier qui s'appelle Lire déchaîné. Lire, L', déchaîné en 2 mots, c'est-à-dire la colère de nos petites forêts de chênaies pubescentes. Et en fait, ça succède à d'autres hebdos qu'on avait lancés, dont le grand-père des chênaies, le grand-père des chênaies qui était un écho du père du chêne, une feuille révolutionnaire de la Révolution française. Donc là, c'est parce que certains d'entre nous sont attachés à ce qu'on puisse continuer à avoir un rapport sensuel à l'information, à garder le papier, quoi. Et il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, même si c'est pas le mainstream. Et c'est un peu un écho de ce qui se dit à la radio, mais c'est aussi un peu différent. C'est-à-dire, c'est beaucoup un écho de lutte, quoi. De lutte sociale, de lutte de différentes manières, de lutte contemporaine, de lutte dans lesquelles on se retrouve. C'est beaucoup ça. On le diffuse par abonnement, ou alors dans les lieux, quand il y a des événements ou quoi, on l'amène, quoi. C'est hebdomadaire, un A3 replié. Du point de vue organisationnel, technique, je vois bien une articulation avec une plateforme, quelque chose qui soit pas seulement radiophonique, mais qui soit radiophonique, écrit et site internet, il me semble. Ça a plus de sens. Bon, on en a un site internet, mais aujourd'hui, ça devient vraiment incontournable, à moins qu'il y ait un cataclysme qui remette en question le côté central d'Internet, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a intérêt à être plus multi-support. Bon, on est déjà aussi dans le numérique, du point de vue de la diffusion sur Marseille-Aubagne, avec le DAB, comme on dit, le système de radio numérique terrestre, quoi. Donc là, on a aussi mis un pied dans le futur, parce que ça, le DAB, ça ne fait que commencer, je crois. Et donc, il faut qu'on développe cette adaptation aux nouvelles techniques et aux nouvelles pratiques, aux nouvelles mœurs, puisque, par exemple, il faut qu'on mette beaucoup plus de choses podcastables, etc. Ça paraît incontournable. Parce que du point de vue du contenu, on reste toujours très riche, quoi. Il y a des tas de domaines très diversifiés dans lesquels, finalement, on s'est spécialisé. Et des domaines parfois originaux, comme la forêt, quoi. Il y a des tas de choses, il y a tout ce qui touche aux luttes actuelles où on est bien impliqué, mais il y a aussi, là je parlais de l'Ukraine par exemple, on a un regard complètement original sur l'Ukraine. Il y a des gens parmi nous qui ont fait des études sur des sujets particuliers. Moi j'ai fait un mémoire à l'EHESS sur le Rwanda par exemple, sur la résistance à la violence politique avant, pendant et après le génocide au Rwanda. Ben, il y a plein de choses inédites là-dedans, c'est un regard peu connu et un peu plus nuancé, plus dialectique, on pourrait dire, que ce qui se dit en général sur le sujet. Donc il y a beaucoup d'entre nous qui ont à apporter sur des tas de sujets. Donc au niveau du contenu, on a vraiment de quoi assurer toujours une voix qui apporte quelque chose. Au niveau de la forme, on doit s'adapter encore. On ne sait pas jusqu'où, comment, avec qui, mais il faut sans doute qu'on évolue à ce niveau. Mais je pense qu'il y aura toujours quelque chose d'original par rapport à ce que je disais et aussi par rapport à nos propres constitutions. On est quand même déjà de l'existence des gens qui animent cette radio
un groupe de gens qui vivent pas mal ensemble, qui ont des origines différentes, à la fois nationales, culturelles et sociales. Et ça crée un point de vue, en quelque sorte, un point de vue au sens quasi géographique du terme. Ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'autre chose, mais ça veut dire que ça a quelque chose de différent.